Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous plutôt. Merci d'être présent pour cette soirée du Meetup JSTAR, donc dédié au TDD et au BDD. Donc l'idée, c'est que d'abord moi-même, Mathieu Breton, puis Yoann Ribeiro qui est parti, je ne sais où. Il a peut-être fui. Allons intervenir respectivement donc, sur le BDD et sur le TDD. Quelques mots d'abord sur JS République, donc l'endroit où vous êtes aujourd'hui et là où nous travaillons, Yoann et moi-même. Nous sommes une société en fait, un cabinet d'expertise dédié au JavaScript. On fait que ça. Nous intervenons donc chez nos clients de toute taille. Ça peut être de la start-up comme du très grand compte pour travailler sur des projets JavaScript de haute qualité. Typiquement, on est systématiquement en ES6, voire en TS, avec des couvertures de code plutôt sympa. Vraiment le Craftman dans sa vraie nature pour moi. On intervient donc sur Paris et sa proche couronne. Pourquoi? Alors, il faut savoir que donc, il y a maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, donc début 2016, moi et mes associés, en fait, on a décidé de monter la boîte parce qu'on voulait créer une société vraiment experte dans ce domaine. Ça n'existait pas encore en France. Il y avait bien aux États-Unis une boîte qui s'appelait Formidable qui faisait un peu la même chose. Mais en tout cas, sur notre vieux continent, ça n'existait pas du tout. Et donc, nous, on voulait se lancer là-dedans parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire et que la communauté est tellement dynamique, l'outil est tellement en train d'évoluer que être bon là-dedans et repousser l'état de l'art, ça a vraiment du sens pour nous et c'est une passion. Donc il y a 2 sociétés en l'occurrence ici, UX République plus vieille et JS République, donc comme je vous disais, créée en 2016. Chacune sur son domaine d'expertise. JS, je vous l'ai déjà décrit. UX, en fait, c'est son domaine d'expertise, c'est l'UX et l'UI, donc la user experience et la user interface. C'est des sociétés qui du coup finalement travaillent souvent ensemble parce que on va travailler avec une UX et un UI qui vont réaliser la conception du produit en elle-même et nous on va travailler plus sur le développement et l'industrialisation. Voilà, je vous embête pas plus avec, on va dire, le petit interlude des sociétés et on va entamer tout de suite avec les présentations et notamment celle de Yoann. Hop. Tac. Bonsoir à tous. Mathieu m'a déjà un peu introduit, mais est-ce que je peux avoir un bonsoir tout le monde? Bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis ici pour vous parler un peu du TDD en JavaScript. Petite survey, il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du TDD? Levez la main. Est-ce que quelqu'un l'utilise dans ses projets Ok. Bon, je demande ça parce que quelquefois, c'est pas nécessairement. Est-ce que c'est vraiment le TDD que vous utilisez ou c'est le testing seulement en fait? Mais on y reviendra. Donc, du coup, je m'appelle Yoann et je me crois que je suis quelqu'un qui continue à apprendre tous les jours et c'est vraiment quelque chose qui me fait grand plaisir. Sachant que c'est ce que Mathieu dit, c'est la passion qu'on continue à apprendre tout le temps et avec le code et le développement, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et donc, du coup. Si vous voulez, FP Evangelist pour Functional Programming Evangelist plus Type Advocate, ça marche aussi. Donc du coup, aussi, je travaille chez JS République. Et du coup, en ce moment, on est dans une mission où vraiment, typiquement, le testing est quelque chose de très important. Donc c'est un sujet que nous, en tant que Craftman, on doit aborder et que tout le monde doit être au courant. Du coup, coucou sur Twitter et GitHub, ils sont issus de mes handles. Passons alors aux choses sérieuses. Je vais vous parler du coup du unit testing. C'est quoi l'unit testing pour bien faire la différence entre l'unit testing et le TDD. Après, le concept en lui-même, une petite démo et les pros et contre de la méthode. Donc, comme j'ai déjà dit, le TDD c'est quelque chose qui est très différent du unit testing. Du coup, quand on fait des unit tests, on ne fait pas nécessairement le TDD. C'est quelque chose que je pense que tout le monde doit saisir le plus rapidement possible. Du coup, c'est quoi l'unit testing? L'unit testing, c'est en fait,
on a une partie de notre code isolée et on veut tester cette partie de code. Par exemple, une fonction en JavaScript ou une classe en quelque sorte, on veut tester toutes les fonctionnalités de cette classe. Du coup, quelques petites règles. Les tests sont supposés être automatiques, bien sûr, très rapides. Chaque test est isolé, il ne doit pas avoir d'effet de bord ni quoi que ce soit. Et ça doit être des petites unités de code qu'on va tester. Pour tester un gros code, ça veut dire que quelque part on a déjà pas bien codé le truc, donc ça permet aussi le testing. Après, le TDD en lui-même, c'est plus vrai, c'est que ça permet vraiment qu'on ait une démarche de couper notre code en plusieurs morceaux pour que ça soit vraiment unitablement testable, si ça se dit. Donc l'unit testing, un petit exemple en JavaScript, typiquement ici on va utiliser le Mocha et le Chai pour les assertions. Et donc du coup, s'il veut bien apparaître, voilà. Donc on a une petite fonction qui retourne tous les ali avec une classe super, ou le length plutôt. Et ici en Mocha, on définit le setup, ici un setup en TDD, et bien sûr on importe aussi dans le chai, on veut utiliser le expect. Si vous avez des questions en termes de syntaxe, je peux essayer de vous aider. Donc ici le suitcase, ça veut dire que c'est qu'est-ce qu'on est supposé tester. Donc ici c'est la fonction, mais si c'était une classe, on pourrait mettre la classe. Et dedans on mettrait tous nos tests référents à cette classe. Donc ici dans ce cas précis, on met should return 0 when no element exists. Ici on est en train de moquer l'implémentation en disant que ici c'est le cas où le query selector il retourne la liste vide. D'accord? Donc ici la liste vide, quand on va appeler la fonction, effectivement le length va être 0. Donc, et ici le expected comme on pourrait voir. Et du coup, ici, le setup et le teardown, si vous êtes familiarisé avec Jest, Jasmine, le setup c'est un after each, ou dans ce cas le after de ce test spécifique, et le teardown c'est pardon, c'est en contraire. Le setup c'est le before, et le teardown c'est le after. J'ai perdu personne? Très bien. Donc, comme vous avez pu voir dans l'exemple, on a commenté un given when then. C'est pas pour rien. C'est une approche que je trouve que moi-même, je trouve qui est pas mal. Ça permet de subdiviser nos tests en disant que ça, c'est les inputs ou ce qu'on veut vraiment, ce qui va être en entrée, quoi. Donc, c'est pour préparer notre test. Après, il y a qu'est-ce qu'on veut tester en soi. Donc, le comportement qu'on veut tester plutôt. Et après le then, donc on va vérifier que le comportement est bien exécuté et qu'il a l'expected value, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être, c'est un cycle, c'est un package qui doit être tout le temps dans chaque unit test. C'est pas nécessairement besoin de les commenter, évidemment, mais qui doit être présent et bien divisé, et que la personne qui code le test soit bien consciente de ça. Maintenant, parlons du TDD en soi. TDD, c'est une méthode qui a comme dit le nom, c'est Test Driven Development. Ça veut dire qu'on va développer en fonction des tests. Ça veut dire qu'on va devoir réfléchir au début comment on va implémenter, qu'est-ce qu'on veut implémenter et comment on va l'implémenter, quels sont les cas que notre fonction, notre classe doit faire. Et après, on code le test. Après avoir bien réfléchi, on code le test ou tous les tests qu'on veut. Et après, on passe au code. Et le code doit respecter les tests qu'on a déjà implémentés. Concrètement, le TDD n'est quelque chose qui est déjà très vieux. Donc le nom TDD peut-être le nom plus catchy, peut-être que c'est quelque chose qui est assez récent, donc 2000, mais ça vient déjà de 1957. Typiquement, si je vais voir mes notes, même en 1960, quand la NASA a lancé le fusée vers la Lune, ils utilisaient déjà les tests ou une approche assez TDD, bien sûr qu'ils ne l'appelaient pas comme ça, mais c'était quelque chose de très important parce que ça permet de penser, alors dans ce cas spécifique, notre application ne va pas péter. C'est pas pour rien. Donc après, Dijkstra, lui aussi, parle aussi d'une approche TDD dans Humble Programmer. Et après, la Bible du Test Driven Development par Kent Bank, en 2000.
Donc comme j'ai dit, le TDD c'est une méthodologie. Et attention, ce n'est pas écrire tous les tests au début. Comme j'ai dit en préface, il faut réfléchir de quel est le comportement qu'on veut dans notre application, dans notre classe, dans notre fonction, quoi que ce soit. Et c'est cyclique, c'est itératif, c'est quelque chose que c'est pas supposé, tous les cas tests ne sont pas au tout début, quoi. On va pas avoir tous les cas tests au début. C'est pas, si on arrive à les faire, ça peut être bien, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est quelque chose dans le code, en agile, on y va itérativement. Donc le cycle il ressemble à ça, Red Green Refactor. Tout le monde, je crois qui fait du TDD est au courant de ça. Donc le red c'est quoi? C'est dans le premier cas, on a déjà réfléchi à tout, réfléchi bien à nos use cases et on va implémenter les tests. Et donc à ce moment-là, quand on exécute les tests, évidemment, ils vont être rouges. C'est ce qui est normal. Parce qu'on n'a pas encore implémenté, on n'a pas implémenté le comportement comme on veut, donc ils vont être rouges. Après, on passe à la phase verte, c'est on a implémenté notre comportement, il remplit les cas d'usage, et donc les tests passent à vert. Et maintenant que tous nos tests sont verts, on peut passer à la partie refacto. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a plusieurs cas de tests et on a besoin on voit, en fait, ce comportement, maintenant que je vois avec tous les autres cas d'usage, je peux refacto cette partie pour être plus générique, par exemple. C'est un exemple assez simple. Donc, ça permet maintenant, on peut refaire notre code et si tous les tests passent après le refacto, ça veut dire que normalement tout va bien. Et après, ainsi de suite, on revient, on va coder un nouveau cas de test qui doit remplir un nouveau use case, et ainsi de suite. Petite démo. Alors. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, on veut tester deux fonctions, un evens et un odds. Le evens qui filtre de l'arrêt, c'est supposé filtrer de l'arrêt, on veut seulement les valeurs paires, et le odds, on veut seulement les valeurs impaires. Et donc le premier use case, quand on réfléchit sur le truc, on va dire, alors moi je veux tester le cas, si l'arrêt est vide, il est supposé me retourner le arrêt vide. Donc du coup, comme vous pouvez voir, on a ici tous les tests qui sont prêts, et l'index.js est vide. Et donc du coup, selon vous, les tests, qu'est-ce qui doit arriver au test? On a le temps. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'existe pas la fonction. Il pète pour un truc assez normal parce que comme l'index.js il est vide, c'est normal qu'ils disent en fait il n'y a pas de fonction. Alors, donc, petite note pour ne pas me tromper. Git checkout first. D'accord. Donc voilà, un plem ressemble à ça. Le but c'est que ça soit le plus direct possible. C'est quand on fait du TDD, on veut vraiment que la solution la plus bête au début. Après, c'est dans la partie refacto que là, on va vraiment réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas une façon plus intelligente de faire la chose? Et donc maintenant, si on fait tourner les tests, voilà, comme c'est beau. Donc maintenant, on va passer à un autre cas d'usage. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est si
on veut tester dans le cas de la fonction evens, si le tableau qui a qu'un seul élément et cet élément est pair, donc effectivement il doit retourner le même tableau, quoi. Et pour le équivalent pour le impair, donc si c'est la liste avec un seul nombre pair, il doit retourner la même liste. Et donc comme c'est la phase red, typiquement les tests, ça doit être rouge. Les tests qu'on a fait, bien sûr. Les nouveaux tests qu'on a ajoutés. Voilà. Comme notre problème, elle est bidon, on retourne l'arrêt vide. C'est ce qui se passe, c'est que j'ai reçu l'arrêt vide, c'est normal. Maintenant, comme un problème, quelques idées? C'est plutôt... Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors, c'est une implémentation bidon, hein. Attention, c'est pas supposé être super intelligent. Donc si le length du tableau est 1, comme on a dit dans notre use case, que si le tableau il a qu'un seul élément, donc si le length du array est 1, alors je vais vérifier que le nombre est pair. Si cet élément il est pair. Si c'est le cas, je retourne le tableau. Et équivalent pour le odds. Donc maintenant, tous les tests doivent passer, espérons. Coucou. Parfait. Donc, maintenant, il y a quelque chose dans le code qui est quand même assez cryptique. Le modulo, c'est pas nécessairement l'opérateur modulo n'est pas nécessairement saisi par tout le monde à première vue. Donc, on pourrait faire quelque chose pour améliorer ça. Donc, maintenant, on passe à la phase de refactor. Donc, typiquement, j'aimerais que cette partie du code, elle soit refactor dans une fonction qui, elle, va me dire, en fait, il va tester si le chiffre, s'il est even ou pas. Donc, on a oula, ah, contraire. Ah, dommage qu'il n'y a pas le tab ici. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est OK pour tout le monde, je suppose. Donc c'est la fonction qui va tester en lui donnant un numéro, que le numéro, lui, il est pair ou non. C'est OK pour tout le monde. Donc les tests doivent continuer à passer. C'est ce qu'on s'est dit. Donc toutes les fois qu'on refacto, les tests doivent continuer à passer. Ce qui est le cas. Donc maintenant, on passe à une troisième étape. Je veux que vous compreniez en fait que au début ça peut être un peu verbeux et on est en train de tester des cas bidons, mais le but c'est que vous compreniez vraiment chaque phase et que c'est l'approche c'est supposé être un peu verbeux au début, mais après on en parlera après à la fin de la démo. Mais c'est quelque chose qu'on doit être assez flexible, mais que ça entraîne en fait le cerveau. Du genre, on est en train de réfléchir vraiment à nos cas d'usage. C'est quelque chose qui est assez important et quelquefois négligé dans le monde du dev. C'est ouais, on fonce dans le code, après on teste après et on réfléchit pas vraiment dans le code. Et c'est quelque chose c'est embêtant. À un certain moment après, il y a du code legacy qui a exactement ce réflexe. Et c'est dommage. Donc avec les méthodos, on peut éviter ça. Et le TDD, typiquement, c'est une méthode qui essaye de normaliser comment tester et comment réfléchir sur le code qu'on fait. Donc, les exemples ou les cas d'usage que je veux maintenant, c'est si le premier élément est impair et le deuxième est even, donc il doit me retourner le tableau avec le seul pair, et équivalent pour le odds. Donc,
Je crois que vous avez déjà compris le principe. Donc si je fais tourner les tests, c'est rouge. Mais bon, on va respecter la méthode, sinon on me tape. Voilà, ce qui est normal. Donc, normalement, 2 tests doivent fail, ce qui est normal, c'est les tests qu'on a ajoutés, et les autres doivent passer. Parce que le but, c'est qu'on casse pas tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui est itératif. Donc, il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment, on crée les tests, et maintenant on passe à l'implème. Green phase. Et donc maintenant, du coup, pour ne pas revenir sur le truc, voilà. Donc maintenant tous les tests y passent. Et l'implème, encore une fois, ça peut être mieux. On teste vraiment au cas par cas, quoi. C'est du genre, c'est là où typiquement quand on voit ce genre d'implème, on dit mais attends. C'est là où il y a les déclics du genre, on peut pas faire mieux que ça. Genre maintenant, si on dit que le troisième élément il est impair, donc je vais devoir retourner l'élément au milieu, c'est peut-être le moment où on doit se dire, ok, peut-être que je peux aller itérativement. Donc peut-être que je peux faire un petit loop. Et donc, on va maintenant, si je dis pas de bêtises, on va avoir le déclic et on va refactor. Et qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Fourth phase. Donc, dans la fourth rate phase, voilà, on continue encore à voir on a ce truc énorme là. Maintenant, c'est vraiment un cas d'usage qu'on veut vraiment tester une implème qui est cohérente, quoi. On a un tableau avec des numéros et on veut vraiment filtrer que les pairs pour le evens et les impairs pour le odds. Et donc, check out. C'est fourth. Bah alors. There you go. Yep. Donc. Ah, c'est quelque chose qui est déjà pas bête, quoi. C'est un petit for qui, lui, va itérer sur tout le length du tableau et qui va tester à chaque élément s'il est even, dans le cas de evens, ou s'il n'est pas even. Et si c'est le cas, il le push dans un nouveau tableau qui il est retourné à la fin. Raisonnable, je suppose. Mais on peut faire mieux. On est d'accord. On est tous d'accord, c'est bien. Donc du coup, bah voilà. Ah, ça c'est beau. Allez, il faut admettre que ça c'est un plème que typiquement on veut tous. Allez, sans rigoler. Bon, je crois que c'est fini pour la démo. Donc c'est quoi les pros du TDD pour vous? Donc on a une opportunité de courir notre code. Donc d'une façon, donc notre test il va courir cette partie du code très bien et tout. Comme j'ai dit au début, c'est supposé c'est pas écrire les tests de façon bête, il faut réfléchir sur notre application, le comportement qu'on veut coder. Et donc ça permet de créer des meilleures architectures. Bien sûr, bon sens est tout le temps le bienvenu, donc il ne faut pas non plus trop découper ou découper pas assez. C'est quelque chose c'est une méthode, donc le bon sens est toujours bienvenu. Et bien sûr, comme il y a des tests, ça nous donne un certain degré de certaineté sur ce qu'on fait, quoi. Donc ça permet on a du code et typiquement un exemple dans le TDD il marche bien. C'est imaginons on a un bug en prod et ce qui se passe c'est que on n'avait pas pensé à ce bug. Donc ça veut dire on a un cas test qui manque. Donc typiquement ce qu'on fait c'est qu'on va réfléchir sur si on peut généraliser ce cas et trouver d'autres cas qu'on n'a vraiment pas testés et implémenter les tests et refaire le TDD
couvrir tous les autres cas qu'on n'avait pas encore mis en tête. Bon, bah, les contres, le TDD, surtout en JS, on a besoin de savoir la techno. En soi, on doit avoir une bonne connaissance de la techno. Typiquement en Angular, c'est en Angular 4, 5, 6 bientôt, on doit utiliser Jasmine, donc il faut connaître l'API d'Angular, comment le test bed pour qu'il est familiarisé avec. Et donc c'est quelque chose on a besoin de savoir. Et bien sûr, réfléchir sur les choses, ça prend du temps. Donc c'est quelque chose qui est pas tout le temps bienvenu par tout le monde, mais si on veut bien faire les choses, il faut en réfléchir. En conclusion, le TDD, bien sûr, ça nous permet d'avoir une bonne qualité de code, ou au moins d'avoir une meilleure qualité de code. Et encore une fois, c'est une méthode, donc ça ne doit pas être vu comme un dogma, c'est pas une vérité absolue. Il y a des fois où on va sauter quelques pas dans le TDD, donc on va faire des cas qui vont être plus larges, donc qui vont couvrir plus cas de tests que de faire le cas empty array, le cas d'un array et ainsi de suite. Ça peut prendre du temps, comme dit dans les contres. Donc quelquefois, on va sauter quoi. De toute façon, on n'est pas gamin quoi. Et bien sûr, déjà, si nous on fait déjà des tests dans notre application, c'est déjà très bien. On ne peut pas se mentir. Si on ne fait pas de tests, c'est là où il peut y avoir vraiment de gros problèmes. Donc, je vous invite à, si il veut bien me laisser. On n'a pas téléchargé la dernière version des slides. C'est pas grave. Donc en fait, après on aura la dernière version des slides disponible pour tout le monde et il y aura le repo avec l'exemple montré en démo. Et si vous avez des questions, voilà. Merci beaucoup. Donc questions. Il y a des questions? Ouais. Merci déjà pour la présentation, c'est Plaisir. en fait, la question c'est en fait là, le TDD pour l'appliquer sur un projet, sur un nouveau projet. En fait, voilà, on comprend bien qu'il faut respecter le process là, red, green et après le refactor. Oui. Par contre, là, ma question c'est par rapport, en fait, il y a des projets qui existent déjà, qui sont développés depuis 2008. Oui. Et en fait, en ce moment-là, quand les clients ils décident d'utiliser la méthode. Voilà, la TDD. Du coup, ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà en fait vécu cette expérience, cette période de transit, c'est-à-dire avant le TDD et après former l'équipe et tout ça, et après le bascule vers l'utilisation de la méthodologie TDD? C'est une question ouverte pour tout le monde. Est-ce que déjà il y a quelqu'un déjà qui a déjà eu le besoin d'introduire le TDD dans un projet legacy? Nous en fait typiquement dans notre mission on a un legacy que on voit que ça serait bien d'introduire les tests, mais après c'est quelque chose qui va être fait de façon incrémentale. Mais Mathieu, je crois qu'il a une expérience dessus, donc il pourra nous dire avec un peu plus de détails. Mais pour intro, je crois que c'est déjà si dans la nouvelle implème, donc des choses que tu ajoutes, si tu as l'opportunité déjà de faire le TDD, c'est déjà très bien. Et après, de façon incrémentale, si par exemple tu dois refactor une fonction où tu sais les comportements, tu peux de façon incrémentale ajouter le TDD. Après, c'est pas quelque chose qui est fait du jour au lendemain, parce que c'est une méthode. Donc c'est pas quelque chose que, si c'est pas introduit dès le début, il n'y a pas de miracle encore une fois, c'est quelque chose qui doit être fait de façon itérative. Mathieu? Pour compléter la réponse, en fait, ça arrive quand même assez régulièrement qu'en effet on ait un gros monolithe, un gros legacy sur une app et que tout d'un coup on se dise mais le problème c'est que ça devient très compliqué à maintenir, très compliqué à faire évoluer. Et donc en général, en effet, il y a une tête bien pensante qui vous dit on va faire du TDD maintenant. Le problème c'est qu'en général, les applications qui ont été faites sans testing, sans TDD, ont tendance à avoir des fonctions avec énormément de lignes, des fonctions à 500 lignes qui gèrent tous les cas, pas du tout de séparation des concerns, pas du tout d'abstraction. C'est très compliqué à tester unitairement parce qu'on a énormément de cas différents à tester. Dans ces conditions-là, en fait, le mieux qu'on puisse faire déjà dans un premier temps, c'est faire des tests relativement de haut niveau, ce qu'on appelle des tests fonctionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on va par exemple taper sur l'API,
où on va taper sur l'interface utilisateur et on va faire des tests dessus. Donc par exemple sur un site web, vous allez vérifier un parcours nominal qui concerne bien sûr la fonction que vous voulez refacto et vérifier le comportement. Et à partir de ce moment-là seulement, vous allez commencer en fait à splitter votre fonction. Vous allez commencer à la casser brique par brique. Et les briques que vous allez découper, au fur et à mesure, vous allez les tester unitairement. C'est pas parfait parce que vous allez potentiellement créer des régressions dans cette phase-là, mais c'est le mieux qu'on puisse faire parce que de toute façon, vous avez un ensemble, une pelote de laine qui est très dure à dissocier. Donc là il faut diviser pour conquérir, quoi. Donc, on fait d'abord des tests, on va dire, de haut niveau qui testent à peu près le tout. Et après, on commence à splitter, on va dire, fonction par fonction. Voilà. Ça a répondu à la question? Ouais. Et est-ce que chez GS République, en particulier, vous avez des règles pour le TDD? Parce que un développeur qui, par exemple, a la flemme de faire ses tests, il peut implémenter des tests bidons et les faire passer au vert. Et puis, dans votre équipe, je pense que vous avez le bon exemple. Ouais. Pas le bon exemple mauvais, le bon exemple à suivre. Ouais, donc en est-ce que fait. vous avez des règles à suivre Ouais, donc après ça dépend vraiment de l'équipe en soi et l'équipe elle doit se mettre tous d'accord. Donc quand il y a des tests qui sont bidons, ils sont là seulement pour remplir un cas qui sont pareil, typiquement Angular. Si le composant est créé, est-ce que c'est un cas utile de tester? Pas nécessairement. Bah, en fait, les règles sont instaurées par l'équipe. Si Mike, dis-moi si c'est pas le cas, mais nous on se dit ok, donc on a ce cas qui doit être testé, donc il faut. S'il n'est pas testé, par exemple au code review, on dit attention, t'as pas testé ce cas-là, et du coup on refait le cycle, quoi. Il y a certains outils qui te permettent de connaître ton branching, les tests, si voir si vraiment tous les cas de test ont été, si tous les cas ont été testés. Ouais, typiquement ça c'est, je suis désolé, j'en ai pas parlé, c'est la couverture de code, quoi. Normalement les outils de testing, ils ont tout le temps la couverture de code associée. Donc ça veut dire que est-ce que ton cas test il couvre ce code, par exemple. Okay. Si c'est pas le cas, test, au moins en exécution il passe bien dans cette branche ou pas. Okay. Oui. En fait, juste par rapport à la couverture, il y a des plugins dans les éditeurs, par exemple dans Eclipse ou IntelliJ. Ouais. Voilà, quand on exécute nos cas tests et nous remonte. Tout à fait. Typiquement dans Jest, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait aussi la partie coverage. Donc, peut-être que tu peux ouvrir le rapport HTML. Ouais. Ah oui, carrément. Donc, ils sont où? Dans le bureau? Normalement, tu dois aller. Alors, ça dépend dans coverage, là, de ces coverage. Ouais. Tu vois, dans le projet, tu as le coverage dedans, tu peux avoir le report et le rapport HTML. There you go. Ça va ouvrir dans... Ah bah voilà. Coucou. Donc voilà. Ici, le cas... Par exemple ici, ça veut dire que nous... Est-ce que ici c'est dans le cas, les cas bidons, donc on peut voir qu'il y a plein de branches qui ne sont pas testés, qui ne rentrent pas dans le cas test, et donc ici il est ici la couverture. Là, les cas sont couverts, les statements, mais il y a des branches qui sont pas couvertes, par exemple. Bah, tu peux peut-être même commenter un code et montrer que justement du coup il y a des cas qui deviennent rouges. Oui. Par contre, il faut avoir le npm test qui tourne. Donc. Ça devrait ouvrir le cas avec les filters. Pourquoi il avait ouvert avec... Ah bah voilà. Typiquement, dans le cas d'avant, il y avait des branches qui n'étaient pas couverts. Dans le cas parfait, il y a une seule de ligne de code pour couvrir. Donc le cas test, il couvre déjà toute l'implème. Mais typiquement, on pourrait dire « Ah, mais la fonction even, elle n'est pas testée. » Est-ce qu'on veut vraiment tester le comportement du modulo? C'est pas vraiment un cas utile à tester, par exemple. Donc voilà. Ça a répondu à la question? Ouais. D'autres questions? Ouais. Moi j'ai plus une question globale, ouais. C'est méta. Même si on fait des tests, des fois on peut avoir des side effects ou des effets de bord qui sont non traités et on les voit
des fois très tard. Quoi. Ouais. On se dit, ah ouais, mais en fait là, c'est un truc, dans la base de données, ça nous fait un fichier démon trop chelou, comment on le gère, comment on va le... Bah, après, pour ça, j'ai une phrase d'Astra qui est pas mal. Bah, qu'en fait, le testing, ça peut être c'est très effectif, c'est très bien. Mais je paraphrase, attention, je dis pas, parce que c'est en anglais. Donc, mais ça permet de voir la présence de bugs. Donc, ça permet de couvrir la présence de bugs. Donc, typiquement, dans ce cas, ça serait un bug à remonter. Donc, il faudrait réfléchir sur le cas en soi, localiser le bug et essayer de le corriger et avoir un ou plusieurs cas tests qui vont couvrir cette partie. Donc après, par contre, mais tu peux pas, quand tu testes, on est en train de tester une toute petite partie de toutes les comment on dit, les chemins possibles en fait. On est en train de seulement tester une partie. Donc si on voit dans un truc global, c'est qu'un sous-ensemble très petit. Voilà, c'est avec des bugs et tout qu'on se rend compte en fait, on peut agrandir un peu plus l'ensemble quand on ajoute des cas de test. Mais avec le testing tout seul, c'est très 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 rare, même j'ai envie de dire impossible, de couvrir tous les cas. Parce que c'est absolument pas possible. Il va y avoir des bugs, qui sont liés à la base de données, des bugs d'hardware typiquement qu'on peut pas couvrir. Et tout ça, c'est déjà, si on a le typage par exemple, ça règle pas mal de trucs. Si on réfléchit... Exactement. Typiquement, le typage, quand on ajoute le typage, si quelqu'un a l'opportunité de faire du TypeScript, vous arrivez à voir qu'il y a pas mal de tests qui ont plus de sens en fait. Parce que est-ce qu'on doit tester si c'est un number ou si c'est une string ou machin en TypeScript? Bah non, si c'est typé, c'est typé. On n'a pas besoin de tester. Donc on a le typage et après on a des choses plus poussées, plus matheuses, mais on n'a pas besoin. Ouais. Pour le coup, ça me mène à une question qui est aussi liée, c'est Ouais. comment gérer la complexité, soit personnelle, soit dans son équipe, quand on veut instaurer les tests au début. Justement, comme tu disais, tu as toutes les opportunités qui sont ouvertes à te dire, ok, je veux gérer une partie ou couvrir une partie du code, mais des fois, c'est de la complexité sur un monolithe ou pas. Hein. Des fois, c'est super complexe. Oui, tout à fait. L'objet ou l'entité que tu veux gérer, comment tu fais en fait pour la dissocier et réussir à... Bah, encore une fois, c'est vraiment... c'est pas possible. En tant que développeur, tout le monde sait que pour bien qu'on a développé notre appli, il va avoir tout le temps des comportements qu'on n'a pas prévus. Et ça, c'est typiquement quand on est en prod, les users vont dire « Ah, il y a quelque chose qui marche pas ». Et après, on va voir dans les logs, on va voir si on déploie bien les trucs, on a des bons logs, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et on va devoir couvrir un nouveau trajet qu'on n'avait pas pensé, quoi. Ça, c'est quelque chose que c'est vraiment compliqué de gérer, mais le TDD, encore une fois, c'est une façon de pouvoir couvrir ça, en fait. Et de façon itérative. C'est ça, en fait, qui est bien. On peut pas conquérir le monde d'une seule fois. C'est pas à pas. Super. Rien. D'autres questions? Ouais, c'est concernant le code coverage, c'était pour savoir en fait comment est-ce que vous faites pour tester, si vous faites des tests API, comment est-ce que vous faites pour vérifier la couverture côté serveur? Bah, c'est la couverture côté. Parce que Gest, On le fait pas. il est pas content. On le fait pas en fait. Ah, vous le faites pas? Ça a moins de sens en fait de faire du code coverage quand tu fais du test fonctionnel. Parce que c'est du test fonctionnel en fait quand tu tapes sur l'API. Et tu le fais pas parce qu'en fait la combinatoire est bien trop importante. En fait, quand tu tapes sur une API, ça veut dire que tu vas taper dans ton contrôleur, dans ton service, dans ta base de données. Et à chaque fois, tu as des ifs, des switch, enfin je sais pas quoi, mais en tout cas des structures variables. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que tu arrives à tester toute la combinatoire pour chaque appel de ton API. C'est énorme, c'est impossible. Donc on le fait pas sur des tests fonctionnels, on le fait que sur des tests unitaires. Donc pour vous, c'est pas vraiment intéressant d'avoir cette mesure-là, quoi. Pas pour du test fonctionnel. Pour le test fonctionnel, le TDD, c'est pas nécessairement la meilleure approche, quoi. Typiquement, Mathieu en parlera. Oui. D'autres questions? Ouais. En fait, pour les tests fonctionnels, est-ce que vous voulez mélanger avec les tests unitaires? Encore une fois, ça va être plus la presse de Mathieu qui va couvrir les cas fonctionnels. Donc ici, c'est vraiment le cas unitaire. Donc les cas les plus bas niveau, en fait.
Donc, quand c'est quelque chose qui englobe plus une, une partie du code, c'est un chemin dans le code, dans notre architecture du code. Ça, c'est quelque chose que les tests unitaires en soi, c'est pas vraiment leur domaine en fait. Ok. D'autres questions? Dans quel cas tu n'utilises pas le TDD? Bah, c'est ce qu'on parle dans les cas, si on veut tester un cas fonctionnel, typiquement, Ouais. le TDD n'est pas nécessairement possible en fait. Parce que En c'est. fait, ce que je veux dire, c'est dans ta vie, enfin, dans tes phases de développement, Ouais. il y a, il y a un moment où, je sais pas comment dire. Si c'est pour un projet perso, non. J'ai pas nécessairement besoin d'utiliser le TDD par exemple. Ouais. Mais après, oui, en fait, ça dépend énormément de ce qu'on veut avec. Encore une fois, je me répète plusieurs fois, mais c'est une méthodologie. Donc, si c'est une méthodologie, il faut du bon sens. Donc, c'est savoir quand l'utiliser et Ouais, bah, quelquefois, on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser. Donc, typiquement, si c'est une partie du projet qui est sensible, absolument, il faut utiliser une méthode pour au moins essayer d'avoir une consistance, que ça soit correct, quoi. Tant que c'est une partie peut-être moins sensible, on va dire qu'on peut être un peu plus flexible. Oui. Ouais. En fait, je veux juste ajouter qu'il y a des clients que leur budget ne permet pas d'implémenter les TDD. Parce que les TDD, en fait, ça prend du temps Bah avec oui, les oui, tests et tout ça. Du coup, il y a des clients qui disent, voilà, pour nous, on implémente le code et avec les tests fonctionnels là, via l'interface avec Selenium, un truc comme ça. Ouais. Pour eux, ça suffit. Et après, voir dans c'est les les tests prochaines end-to-end. années s'il y aura du audio. Ouais, avec les tests end-to-end, si c'est ce que le client il veut, bah après on peut pas. Nous en tant que consultant ou en tant que développeur, on peut pas nécessairement dire à 100% qu'on est sûr que le code il couvre tous les cas. Tous les tests fonctionnels qu'on a, ça va couvrir tous les cas. Ça on peut pas dire au client ouais tout va bien. Si t'as pas de budget, on peut pas nécessairement faire la qualité que tu veux, quoi. D'ailleurs, c'est pas propre au métier de consultant. Hein. Dans une start-up, la plupart du temps, on est dans le rush. C'est rare qu'on prenne Ouais, voilà, le temps c'est à ce la que qualité aussi, j'ai dit client, mais ici c'est l'équipe, quoi. Ouais. Si l'équipe elle a pas le temps, il va devoir sauter ça, quoi. Mais après, s'il y a des bugs bizarres, il faut pas être surpris. D'autres questions? Bon, merci à vous. Le logo, je n'ai sur du coup, je vais juste ouvrir Explit pour avec le code. Je vais juste ouvrir Vas-y. parce que ça jamais. Non, non, mais non, c'est juste ça. Oupsie. Et c'est bon. Ok. Hop. Ok, on va enchaîner du coup sur la présentation du BDD en JavaScript cette fois-ci, qui s'appuie notamment sur ce que Johan a pu dire dans la précédente, donc c'est parfait pour justement bien comprendre le principe. Alors, hop là, je vais enlever la souris. De la même manière que Johan, on va expliquer un peu les origines, le lien justement entre TDD et BDD, une démo et les avantages et inconvénients. Je vais rester assis, moi je suis mieux comme ça. Alors, BDD, d'où ça vient? Alors ça vient en fait d'un article écrit par Dan North en 2006 dans un magazine qui s'appelle Better Software. Pourquoi il lui est venu cette idée du BDD? Eh bien en fait, le TDD, à l'époque, pour lui, c'était trop compliqué à expliquer, que ce soit aux développeurs, au business, à n'importe qui. Les gens ne comprenaient pas, ils panaient que dalle quand on leur disait des TDD, ils ne comprenaient pas comment le faire. Donc les développeurs l'utilisaient pas. Ce qui lui en fait l'embêtait beaucoup parce que il avait bien conscience quand même que c'était important pour la qualité. Bon ouais, en plus c'était des développeurs Java. Non, je troll. Mais il faut savoir que quand même, qui fait du Java ici ou en a fait? Ouais, il faut savoir que quand vous faites du test en Java de base, par exemple les 4 tests que vous faites, c'est des noms de fonctions, donc vous ne pouvez pas mettre d'espace, vous êtes obligé de faire des underscores avec des phrases comme ça, enfin, c'est moche quoi, clairement. Et du coup, même ça, les gars comprenaient pas en fait de devoir faire ça en Java, enfin ça leur semblait idiot quoi.
Donc il s'est dit, il faut quelque chose qui soit plus simple à lire, plus simple à comprendre. Donc il s'est dit, au lieu de faire le mot test, enfin au lieu de mettre le mot test, on va mettre le mot comportement. Les gens ils comprennent qu'on vérifie un comportement. Ils comprennent pas qu'on fasse un test du code pour tester du code, ça leur semblait bizarre. Alors que par contre, d'écrire un comportement pour vérifier qu'il est bon, ça leur parlait plus. Et pour que ça leur parle plus, on va utiliser un langage naturel. Alors, ce que j'appelle un langage naturel, ils appellent ça Jerkin. Derrière ce mot barbare, en fait, se cache un pseudo langage naturel en anglais avec un formalisme assez léger. Ça ressemble à ça typiquement. Quand vous allez écrire un test en BDD, ça va être en fait un fichier souvent .feature qui va avoir une propriété feature où là, si je reprends l'exemple que Johan vous a montré sur le getNumber of SuperLI, on va avoir le nom donc de ce qu'on veut tester, le scénario donc qui correspond un petit peu au test, enfin la fonction test qu'il avait dans son code, le nom de ce test. Donc là par exemple, je veux tester le cas quand getNumber of SuperLI n'a aucun élément. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le given, on revoit justement cette structure de given when then. Dans le given, je vais avoir un query selector qui va me retourner un tableau vide. Puis, quand je vais appeler la fonction, elle va me retourner le nombre d'éléments. Et donc, je veux vérifier que ce nombre d'éléments trouvés est bien à 0. Alors, on s'aperçoit que c'est ultra simple à lire. En effet, c'est super sexy quand on le voit comme ça. Donc, ça parle justement aux développeurs et au business. L'outil le plus connu pour faire du BDD, il s'appelle Concomber. Alors vous d'ailleurs, vous avez des implémentations dans à peu près tous les langages. Concomber.js, Concomber Java, Concomber.net. Ça permet justement de traduire, on va le voir justement par la suite, de traduire ce langage naturel en quelque chose de compréhensible pour l'ordinateur. Parce que ça, clairement, pour lui, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin bon, maintenant, ça, avec les interfaces conversationnelles, ça a de plus en plus de sens, mais clairement, on n'en est pas encore là, quoi. Le jour où on arrivera à faire de l'IA pour faire du test unitaire, on sera bien, quoi. Mais on n'y est pas encore. Donc, le BDD, en fait, c'est un peu comme du test pour les non-développeurs. C'est-à-dire que ça, quand vous êtes au top, vous le faites écrire par votre PO. Vous ne le faites pas écrire par vous. Et en fait, c'est vraiment un contrat qui vous engage entre vous et le fonctionnel. À partir du moment où vous avez ça qui est posé, il n'y a plus d'ambiguïté sur qu'est-ce qui est un bug, qu'est-ce qui est une fonctionnalité, quoi. Ça, c'est mon scénario, tu m'as demandé de produire ça, ça fonctionne. Donc si c'est pas là-dedans, c'est que c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est pas un bug. Donc ça permet déjà de bien simplifier. Et donc peut-être que vous l'aurez compris, comme c'est uniquement une surcouche, c'est-à-dire un langage naturel par-dessus un langage de programmation, en vérité, on pourrait très bien faire du TDD avec le BDD. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir la méthodologie d'écrire le test avant de faire l'implémentation. Sauf que là, cette fois-ci, l'écriture du test est en vérité une description d'un scénario en langage naturel. D'accord ? Pourquoi vous ne devriez pas faire, parce que le TDD c'est quand même plutôt pour du unit testing, pourquoi vous ne devriez pas faire du BDD pour du unit testing? Parce que le BDD, on va le voir, c'est quand même lourd, c'est quand même une approche qui est pas négligeable dans votre coût. On parlait justement de budget. Typiquement, le BDD, quand vous y êtes, vous êtes au top. C'est-à-dire que là, clairement, le client, il vous adore, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux, surtout au démarrage. Bon, par la suite, une fois qu'on commence à avoir écrit quelques scénarios, c'est un peu moins coûteux, mais le début est quand même important, quoi. Donc, on ne fera pas du test unitaire. Vu qu'on en fait tellement des tests unitaires, clairement sur un projet, je vois celui que justement Mike et Johan font, ils ont à peu près 700 tests unitaires, alors que pour l'instant ils ont 2 écrans, quoi, c'est ça. Bon, après c'est des écrans qui sont très complexes, mais voilà, vous voyez qu'on est quand même sur un nombre de tests unitaires très important, là où en BDD vous allez écrire beaucoup moins de tests, beaucoup moins de scénarios, pardon. Comme je vous disais, le fait de faire cette transition entre du natural language vers du code, c'est cher. C'est vraiment, vous allez le voir, c'est coûteux. Alors, pour ça, je vais vous montrer justement une démo de test unitaire fait en BDD. D'accord ? Donc c'est un repository d'ailleurs qui existe sur JS Republic, qui est très bien foutu parce qu'il y a un énorme README qui vous permet d'apprendre le BDD pas à pas. Voilà, je vous le redonnerai après, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà direct sur mon PC. Alors,
Tac, voilà. Alors, je vais retourner sur le tag Stage 1. Vous avez vu d'ailleurs, Evan a joué avec ça pendant tout le long de sa présentation. En fait, on a fait tous les deux des repositories avec des tags pour chaque étape de ce qu'on voulait vous démontrer. Plutôt que taper le code et que ça prenne 3 heures, on s'est dit que c'était plus intelligent comme ça. Donc, ouvrons maintenant le projet. Forcément, il veut pas. Hop. Alors le projet il se décompose comment? On va retrouver un dossier models et un dossier features. Le dossier models en fait c'est justement l'implémentation qu'on veut vérifier. Donc ici j'ai pris le cas, le cas d'ailleurs du repo, qui est en fait une calculatrice. D'accord? Calculatrice, qui est une classe avec un constructeur, deux entiers en état interne, une fonction clear calculator qui pour l'instant ne fait rien, une autre qui vient initialiser ces deux args, et enfin une fonction add qui a pour vocation donc de juste ajouter les deux entiers et de vous retourner le résultat. Bon, normalement ça ne doit pas vous coller un saignement de nez, ça, on doit pouvoir avancer. Donc, maintenant on va regarder le fichier feature. Le fichier feature, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui va... Alors les tags n'y prenez pas forcément compte parce que c'est pas ce qui est le plus important. C'est plutôt le contenu du fichier. Donc on va retrouver notre fameuse feature. Donc ici la feature que je veux tester, c'est l'ajout de deux entiers, enfin deux numbers. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter des commentaires. Donc ça, si vous faites un peu d'agilité, vous devez reconnaître un peu ce formalisme de en tant qu'utilisateur, je veux machin nanana, afin que... Donc... on va pouvoir le mettre ici, le PO il va être content, il va avoir sa petite phrase, et on va pouvoir décrire tous les scénarios qu'on veut tester. Donc ici par exemple, je veux que pour deux petits entiers, ça fonctionne. Donc je vais faire d'abord un given, the calculator is clear, puis après, when I add 5 and 6, le résultat c'est 11. Et ainsi de suite pour un autre scénario. D'accord ? Et comment du coup on va faire justement cette passerelle entre le langage naturel et le code? Eh bien pour ça on va utiliser les steps et le word. Je vais d'abord vous présenter les steps. Les steps, en fait, c'est vraiment ça qui va faire en quelque sorte les pseudo-regex, si je puis dire. D'ailleurs, avant, quand Cucumber a été dans ses premières versions, c'est comme ça qu'il fonctionnait exactement. C'était des regex, en fait, qui allaient parser le point feature, trouver les given quelque chose, et exécuter le comportement qui est attaché dans les steps. Donc, par exemple, là, given, the calculator is clear. Si il trouve bien ça, ce sera alors ce bout de code qui va être exécuté. S'il trouve I add un entier et un autre entier, alors il va exécuter cette fonction-là en lui filant les deux entiers qu'il a trouvés en argument. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait c'est coûteux, parce que vous êtes en train quasiment de créer votre propre framework de test, c'est-à-dire à partir d'une DSL, d'un Domain Specific Language, c'est comme ça qu'on appelle ça, vous êtes en train d'exécuter un comportement. Et vous êtes là, vous voyez, vous retrouvez justement les fameux expect que vous retrouviez en test unitaire. C'est pour ça que je dis que c'est lourd, parce que vous imaginez, il va falloir que vous écriviez potentiellement pour tous vos cas de test unitaires une phrase. Bon, après, vous pouvez variabiliser, hein, comme on le voit là, mais vous devez créer une phrase qui va matcher avec ce que vous voulez tester, les contextes que vous voulez mettre en place. Donc c'est pas tout en plus, parce que donc là on fait des assertions, tout ça, mais c'est quoi ces fonctions, set argument, clear calculator? En vérité, elles viennent d'une autre classe qui s'appelle Word. Word, c'est en fait, comme son nom l'indique, le monde dans lequel on va évoluer pendant notre test BDD. Ce monde, il va avoir des fonctions qu'on va pouvoir invoquer et qui va nous créer en quelque sorte l'écosystème, l'environnement dans lequel on veut évoluer. Donc nous, par exemple, au démarrage de la création du Word, on veut créer notre calculatrice, on veut l'instancier, d'accord ? Quand on va vouloir clear le calculator, on va appeler ça la fonction clear. Quand on va vouloir faire set argument, là c'est assez bateau, c'est assez passe-plat, mais il faut imaginer que pour des cas un peu plus complexes, on fasse des choses plus poussées, d'accord? Une fois qu'on aura fait ça, en effet, quand on viendra appeler notre test, qu'on viendra exécuter nos tests, alors il y a le module Cucumber.js, donc qui est un module NPM que je ne vous ai pas montré, mais qui est dans le package JSON, qui va venir lire le fichier .feature,
voir s'il existe bien les steps qui ont été définis, les exécuter et nous faire les assertions. Donc là, dans notre cas, il nous dit, ben voilà, il y avait 2 scénarios et les 6 steps sont passés. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand par exemple ça fail, on va le faire failer, tiens, on va retourner les 0 là, hop. Quand ça fail, en fait, vous n'avez pas juste Toto est égal à 0 ou enfin un message d'erreur qui finalement n'est pas forcément évocateur. Vous avez vraiment le texte que vous aviez écrit. Donc même pour les rapports d'erreur, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plus de détails, plus de contexte, plus d'environnement sur pourquoi ça pète et qu'est-ce qui pète. Donc vous comprenez mieux en fait le problème. D'accord ? Hop. Ouais. Ok. Et donc, on peut très bien se dire, bah, finalement, comme je suis capable d'écrire mes tests, certes sur un langage naturel, mais quand même faire mes tests, on peut très bien se dire, j'écris mes tests avant de faire mon implémentation. Et donc, c'est ce qu'on peut faire, par exemple, dans... Bon, hop, ça sert à rien. Ouais, bon, j'ai été un peu loin, mais de toute façon, la stage 2 elle ressemble à la stage 3, dans le sens où vous allez pouvoir créer des nouveaux features. Donc là, par exemple, vous voyez, on avait addition au début, j'ai rajouté subtraction et multiply, qui finalement vont venir vérifier des nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple, le scénario, c'est que je veux soustraire 2 entiers en ayant clear ma calculatrice juste avant, et après en faisant une soustraction de 5 par 6. Enfin, de 5 depuis 6, d'ailleurs. Ça peut prêter à confusion, ça. Et donc, par la suite, une fois que j'aurai créé mes steps qui permettent justement de gérer ce cas-là, là vous voyez, j'ai le iSubstract machin from machin, eh bien je vais pouvoir après invoquer la vraie fonction sur la calculatrice. Je peux comme ça vérifier tout le comportement de la calculatrice. Mais encore une fois, ça, c'est pas forcément un bon exemple. C'est un exemple qui est intéressant parce que ça permet de comprendre facilement le but du BDD et comment le faire. Mais là, on est en train de faire du test unitaire. Et on voit que c'est quand même lourdingue, vous imaginez, pour toutes les classes, toutes les fonctions, vous allez devoir faire ça. Ça paraît laborieux. C'est pour ça qu'en fait, le BDD, on a tendance à dire que c'est plutôt pour du test fonctionnel. Et d'ailleurs, ça a du sens parce que votre PO, votre business, ainsi de suite, ils comprennent pas que vous avez besoin de tester bout par bout vos fonctions, ça les intéresse pas. Par contre, ils comprennent tout à fait que vous avez besoin de vérifier le comportement d'une page, le comportement d'une API REST. Parce que finalement, c'est l'interface de votre projet, c'est pas l'intérieur. Oui, ils s'en foutent hein, du contenu de la voiture. Ce qu'ils veulent, c'est que le volant et les pédales, elles fonctionnent, quoi. Donc, ça, c'était pour la partie unitaire. Comme je vous disais, du coup, le BDD, c'est fait pour des checks de haut niveau, comme une interface utilisateur ou une API. Et justement, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut tester une interface utilisateur en BDD, parce que c'est tout à fait faisable, vous l'avez vu. En fait, derrière les phrases, on peut mettre quasiment ce qu'on veut. Et donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que derrière les phrases, enfin, par exemple, là, c'était iSubstract, mais derrière les phrases de la feature, eh bien, cette fois-ci, on va utiliser Nightwatch. Qui connaît Nightwatch? Ok, bon, alors Nightwatch, en fait, c'est un outil de test pour naviguer sur une interface web, d'accord? C'est par exemple, je vais sur une page, je clique sur un bouton, je veux vérifier que la liste est bien présente, d'accord? Eh bien, habituellement, l'API de Nightwatch, c'est comme un peu une API de test unitaire, donc c'est fait pour des développeurs, quoi. C'est des appels de fonctions, des variables, ainsi de suite. Là, nous, on va en fait le surcoucher en quelque sorte avec du BDD. Donc là, je n'ai pas fait de stage, je vous ai directement mis la solution. Imaginez qu'on veut tester le site de JS. D'accord? Hop. Voilà, je veux arriver sur ce site, vérifier quel logo, quel titre. Donc, je vais écrire d'abord... elle est où ma feature? Est-ce que j'aurais fait une bêtise? Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, je ne l'ai pas pushé, je l'ai mis sur mon... Parce qu'à la base, je l'avais mis sur mon Mac. Et on a dû switcher en fait au dernier moment de machine parce qu'on avait un problème avec le streaming, mais j'ai pas pushé sur ma branche le truc. Bon, on va voir quand même si j'arrive à trouver mon bonheur là-dessus. Ah, mais en fait, ouais, j'ai dû oublier de pusher la feature. C'est pas grave. Vous imaginez en fait que dans la feature, vous allez retrouver IOpenJS Republic website, the title is machin, the JS Republic logo existe. Et en fait, vous allez invoquer
les fonctions de Nightwatch Cucumber, qui est en fait uniquement une API de Nightwatch pour justement naviguer sur notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, la première chose, on va aller sur l'URL jsrepublic.com. Deuxième chose, on va vérifier que le titre est bien celui qu'on va donner, et ainsi de suite. Et comme ça, vous êtes capable d'écrire des tests compréhensibles pour le business qui vérifient quelque chose qu'ils appréhendent aussi, à savoir une interface utilisateur. Bravo Mike. Donc, finalement, TDD, on a dit test unitaire, BDD, test fonctionnel. En fait, ces deux méthodologies peuvent du coup cohabiter et exister, enfin, être utilisées ensemble, sauf que vous n'allez pas vérifier les mêmes choses. On peut très bien imaginer que vous allez faire un BDD qui va tester par exemple votre API ou votre interface graphique, mais qui n'existe pas vraiment encore. C'est seulement votre cible en fait, votre cible lointaine. Quelle est ma fonctionnalité à laquelle je vais arriver? Et une fois que vous aurez posé ce test de haut niveau, vous allez rentrer dans le détail. Vous allez commencer à poser les jalons des classes, des fonctions que vous allez vouloir tester. Et donc vous allez commencer à écrire un test unitaire, vérifier son comportement, enfin passer au vert en implémentant une partie, refactor et ainsi de suite. Et une fois que vous aurez finalement fini de construire toute la fonctionnalité, de faire tous les use cases de la classe ou de la fonction que vous voulez, alors vous en aurez sûrement d'autres, mais en tout cas vous allez après remonter au BDD. Vous voyez un peu l'approche, finalement on prend de la hauteur avec le BDD en testant un cas général, puis on zoome sur des petites portions de notre code en TDD en testant vraiment le comportement et toutes ces comment dire, combinatoires. Donc les pros, c'est hyper compréhensible. Vraiment, moi pour l'avoir fait par exemple à la Société Générale, c'est vraiment ce qui se passait. Il y avait vraiment des PO, enfin donc nous on appelait ça des business analysts, qui écrivaient les cas de test, d'accord, en BDD. Nous, on implémentait justement la fameuse glue où on interprétait les phrases qu'ils mettaient et on les transformait en test, pardon. Et derrière, en fait, on était tous OK sur ce que est censé faire le soft. Pas besoin de spec. Finalement, tout est testé automatiquement. Les specs, c'est en quelque sorte tous nos points features. Comme je vous disais, ça peut être écrit par tout le monde. Et ça permet de vérifier l'intégralité de toute l'app. Hein. Le défaut finalement du test unitaire, c'est qu'on peut vérifier que chaque brique, unitairement, elle fonctionne bien. Par contre, on vérifie absolument pas que l'ensemble fonctionne bien. Hein, ça se trouve, on a deux fonctions qui font vraiment ce qu'on veut unitairement, mais l'ensemble en fait n'est pas cohérent et pas ce qu'on veut faire. Là, on teste tout. Mais par contre, comme je vous disais, ça demande un gros investissement. Clairement, le coût de démarrage, il est important parce que vous allez faire toutes les phrases. Alors certes, par la suite, vous allez avoir certaines phrases déjà implémentées, donc vous n'allez pas avoir besoin de les refaire, mais il y aura certainement des nouveaux cas, des nouvelles phrases à implémenter. La conclusion, c'est à mon sens, le BDD, il est vraiment très puissant quand on est dans une organisation agile. Quand on a un PO, qu'on fait des reviews, des démos, clairement, le fait que le test BDD passe démontre par le fait que notre travail est fonctionnel. À l'image du TDD, c'est pas un dogme non plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être là avec sa Bible et sa croix à imposer du BDD à tout le monde. Clairement, c'est pas l'objectif. Et ça je peux tout à fait l'entendre et je l'ai déjà entendu plusieurs fois, ça peut donner la sensation qu'on écrit son propre framework parce que finalement on est en train de faire de la glue à chaque fois pour convertir le langage naturel en code, donc ça peut être un peu lourd quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis tous les liens donc des démos que je vous ai montrés ainsi que les slides les slides que je vous présente là. Par le fait, les slides que Yoann vous a présentés sont sur le même domaine, hein, c'est slides.com mbreton. Et vous pourrez retrouver donc cette fois-ci, d'ailleurs c'est TDD là, c'est pas BDD, j'ai fait une erreur. Tant mieux, comme ça au moins vous pourrez les retrouver facilement. Le dernier lien, c'est en fait le petit projet que j'ai utilisé justement pour faire la glue entre Nightwatch et Cucumber plus facilement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Arrêter la phase refactor en fait, parce que le problème c'est que là c'est présenté sous un cas super simple, mais j'ai l'impression que c'est un peu idéaliste, que dans les cas particuliers en fait, et que ça soit
en consulting ou en startup, on a très rarement les specs bien définis. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait se rajouter beaucoup de process, alors qu'au final, on ne connaît pas déjà les. Enfin, on connaît très rarement tous les specs. Au final, est-ce que ça ne me fait pas perdre en agilité de s'imposer un peu des process qui, dans tous les cas, ne vont pas couvrir tous les cas en fait? Et est-ce qu'on n'aurait pas plus tendance à y aller un peu en mode RIRO, c'est-à-dire aller rapidement, voir quand ça pète et puis corriger les cas qui pètent, plutôt que de se poser 50 000 questions, vu que de toute façon, il y aura la 50 millième, 51, enfin, plus 1, celle qu'on n'aura pas prévue, quoi. Et du coup, enfin, moi, c'est plus la philosophie derrière, je comprends la méthode. De toute façon, les deux sont des démarches philosophiques, hein. Clairement, c'est pas du process scientifique, hein. Enfin, en tout cas, ce sera un peu tendu de dire ça, je pense. En fait, à mon sens, je vais te poser la question autrement en fait. Imaginons tu le fais pas du tout en TDD, donc tu fais ton implème en bas du Lucert, tu fonces dans le code, et puis après tu te dis en fait qu'est-ce qu'il faut que je teste. A priori quand même, si tu fonces dans le code, c'est que tu sais ce que tu veux implémenter quoi. Tu sais à peu près les fonctionnalités que tu veux développer. Donc pourquoi ça t'embêterait de devoir faire le test sur ce que tu sais déjà au moins le minimum de ce que tu vas devoir implémenter et préférer de le faire après? C'est ça en fait ma question. Je vois pas ce que ça va t'apporter. Le TDD, ça dit pas que tu dois connaître l'intégralité de tous les cas, même ceux que le fonctionnel t'a pas transmis quoi. À un moment donné, il faut aussi être réaliste. Donc il faut juste que tu fasses avec ton périmètre, avec ta connaissance des choses. Si demain le business il vient te revoir et fait ouais en fait ce cas-là tu ne l'as pas géré, ouais, mais en même temps vous me l'avez pas dit, donc tu pouvais pas le deviner en fait. Alors après il y a des trucs que tu peux deviner, typiquement le TDD, un truc qu'on n'a pas démontré là aussi, c'est que il a tendance à nous encourager aussi à tester les cas qui pètent, les cas d'erreur. Typiquement, je prends le cas de, je sais pas, Axios, où vous avez une fonction qui fait un petit get sur une API. En règle générale, quand on fait du test après, on vérifie que le cas qui marche. Genre, je renvoie une 200 quoi. Puis bon, comme on avait un peu la flemme, on n'a pas géré le point catch dans la fonction et ainsi de suite. Donc en fait, on n'a jamais vérifié qu'est-ce qui se passait quand le serveur renvoyait une 500, une 404 ou whatever. Alors que quand on fait du test unitaire, on va avoir cette réflexion-là, on va se dire, ah en fait, qu'est-ce qui se passe là si mon truc est renvoyé une 500, parce que là j'ai renvoyé une 200, mais je pourrais faire autre chose. Et donc en fait, on se met aussi à réfléchir à d'autres cas qu'on n'aurait pas forcément réfléchi avant. Donc en fait, pour moi, le TDD, il va pas te permettre d'avoir plus de fonctionnalités que ce que le business est capable de te donner. Mais par contre, il va peut-être te faire poser des questions sur des cas techniques que tu n'avais pas du tout eu la présence d'esprit de tester quoi, ou de vérifier. C'est pas silver bullet, mais ça peut quand même améliorer un petit peu les choses. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est le TDD ici, typiquement si on teste sur les cas d'erreur, c'est parce que c'est pas une spec qu'on a mis à l'avance, qu'on a reçu à l'avance, donc c'est justement parce qu'on sait, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a des cas qui vont péter, qu'on essaie de tester là-dessus. Exactement. C'est un peu le process. On le fait avant, mais c'est parce qu'on s'en est rendu compte après, à un autre moment. Je sais pas si je m'exprime très bien. Mais... Typiquement, Yoann a parlé tout à l'heure de langage typé. En fait, dans un langage typé, par exemple, fortement typé, hein, je prends le cas par exemple d'un OCaml, d'un Haskell, d'un Scala ou quelque chose comme ça, le typage vous impose de gérer les cas d'erreur en fait. Donc en fait, ce qu'on fait quand on fait du test unitaire où on vérifie le cas d'erreur, c'est qu'on comble des lacunes du langage. C'est-à-dire que le langage aurait dû déjà nous imposer de vérifier ce cas. Il ne le fait pas, donc on va faire un test unitaire pour vérifier le cas. Donc en fait, pour moi, si on voulait prendre de la distance vis-à-vis de JavaScript, en vrai, de toute manière, les cas d'erreur devraient être systématiquement gérés. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire que tu penses que si on part plus sur du TypeScript, on a besoin de faire moins de tests unitaires du coup? Ouais, oui, mais vraiment, c'est démontrable, hein. On pourrait vous montrer quelques bouts de code. Le fait est que TS pète à la compilation si vous faites des choses qui de toute façon sont pas compatibles avec son système de typage. Là où en JavaScript, par exemple, je suis obligé de vérifier que certaines propriétés sont bien undefined ou pas, justement. Enfin, là où le TS, non, en fait, la propriété n'existe pas, donc c'est pas compatible, ça peut pas transpiler, donc il te le dit. Mais vraiment, hein, enfin, tout ce que le langage t'impose pas en contrainte, c'est à toi, développeur, de le vérifier avec du test unitaire, avec du test manuel. Mais après, les tests unitaires, c'est pas censé être plutôt tester le fonctionnement, vraiment le fonctionnement de la fonction plus que des erreurs de type ou des choses comme ça. Mais en fait, de facto, quand tu as des typages, ça t'évite des erreurs de comportement. Tu vois, par exemple, je t'ai donné le cas de la gestion d'erreurs.
Eh bien, c'est le type qui nous impose de faire la gestion d'erreurs. C'est rien d'autre, hein. C'est qu'en fait, en vérité, pour rentrer un peu plus dans le détail, en règle générale, dans des langages fortement typés, quand tu fais une requête HTTP, il ne te renvoie pas directement le résultat, mais il va te renvoyer une option de résultat ou un maybe de résultat. C'est-à-dire qu'il va te renvoyer une possibilité d'avoir ce résultat, mais tu n'en as aucune garantie. Et donc, avant d'accéder à la valeur, dans le cas où il y a bien la valeur, tu es obligé d'abord de gérer la possibilité que ça ait pété. Donc le typage te l'impose en fait, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et au même titre que par exemple, dans les langages fonctionnels, nul n'existe pas. Alors que en JavaScript, tu peux le faire. Donc tu es obligé de faire des if. Est-ce que ma propriété existe? Est-ce que ma propriété existe? Est-ce que ma propriété existe? Tu vois? Ah. Ouais, le Elvis opérateur. Hein. T'avais une question? En fait, ce qui se passe avec le TDD et l'environnement agile, c'est que dans les premiers sprints, le PO ou bien les business analysts, ils valident des specs. Oui. Mais ils valident des specs, ils disent voilà, on est sûr, c'est ça ce qu'on veut, etc. Tout à fait. Et ils n'arrivent pas à imaginer l'application, comment ça va être. Ouais. Et vers les derniers sprints, dès qu'ils voient les interfaces et tout, ils disent non, voilà, moi je veux changer ça et ça et ça. Et du coup, s'il n'y a pas de TDD, tous les membres de l'équipe, voilà, puisque c'est les derniers sprints, la livraison, voilà, voilà. Du coup, tout le monde, il ne veut pas toucher, surtout s'il y a des parties qui sont critiques, un changement qui impacte, voilà, des parties génériques, tout ça. Du coup, avec du TDD, il suffit juste de faire, voilà, Bah oui, même au-delà du TDD, du unit testing déjà, même pas forcément de le faire avant, mais juste du test unitaire. Bah, là, typiquement, en fait, ce que tu décris, c'est des gens qui ont accumulé une dette technique. En fait, la dette technique, c'est un mot des fois qu'on entend parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est juste que le code n'est pas de qualité. Alors que pour moi, la dette technique, finalement, ça ressemble vraiment à une dette comme on peut retrouver dans le monde économique, en fait. Typiquement, les banques, elles se sont cassées la gueule il y a quelques années parce qu'elles avaient trop de dettes. Eh bien, votre projet informatique, c'est exactement la même chose. À un moment donné, quand vous accumulez trop de dettes, vous avez un risque qui est tellement important, vous avez une contrainte qui est tellement forte, vraiment une épée de Damoclès sur votre tête, que le moindre truc que vous touchez, c'est le château de cartes qui s'effondre. Et bien là, c'est exactement la même chose dans le monde économique. Il a fallu juste que les Américains ils flippent sur de l'immobilier et bim, tout s'est cassé la gueule. C'est le même principe. Donc une dette technique, pour moi, on peut accepter d'en prendre une partie. Par exemple, sur la BNP, là, pour être très concret, il y a eu un moment où il y a eu une charge très importante de travail. Vraiment, voilà. Et donc la qualité, en effet, elle a descendu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une couverture de code à 95, je ne sais plus, on est descendu à 85 peut-être, un truc comme ça. Parce que justement, on était dans le rush, il fallait quand même produire. Mais si on est tous OK sur le fait que cette dette technique, on est capable de la rattraper après, c'est-à-dire de faire, finalement, passer plus de temps sur notre qualité, sur notre test, alors il n'y a pas de souci. Le gros danger de la dette technique, c'est qu'on ne veut pas la voir et qu'on la laisse de côté s'accumuler en fait. Oui. Est-ce que vous avez des cas où justement vous êtes beaucoup concentré sur le code coverage et du coup ça vous a un peu empêché de voir certains trucs, enfin, dans le sens de toujours rouler par exemple 95 ou 90 ou comme ça, parce que par exemple je sais que chez chauffeurs privés ils imposent du 100% je crois de code coverage sur tous leurs trucs et il y a un mois j'avais essayé de me créer un compte et genre ça crachait à l'inscription quoi. Donc, ah mais attention, ouais c'est pas... Comme ce que je veux dire par là c'est en gros est-ce que ça a vraiment du sens de mesurer forcément la qualité Mesurer, oui. Par contre, avoir comme objectif d'être à 100% systématiquement, non, c'est un non-sens. En fait, on a eu une présentation d'ailleurs d'Aurélie Ambal il n'y a pas longtemps, donc qui est JS républicaine, sur justement l'objectif du 100%. En fait, c'est un objectif qui est mauvais. Parce que pourquoi vous allez déformer votre code pour arriver à ce 100%? Par exemple, ceux qui font de la programmation orientée objet ont tendance à juste titre, masquer le détail et uniquement exposer des API de leur classe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des attributs qui sont privés. Or, quand on veut faire du 100% de test coverage, il y a des fois où il faut que ces attributs deviennent publics, parce que sinon, vos tests unitaires, il n'y a pas accès tout simplement. Et donc vous allez finir par rendre votre code testable au lieu d'être fonctionnel en fait. Et c'est là où ça commence vraiment à être smell, on fait vraiment des choses pas bien, c'est que on est en train, excusez-moi l'expression, mais de se faire de la branlette intellectuelle sur un pourcentage en fait. Et c'est pas bon. Il faut être pragmatique dans le test. Le test, il est là pour vous rendre service, c'est pas une contrainte. Oui. Moi, pour le coup, c'est plus la présentation du DDD, ça m'a conforté que c'est un idée
de me dire que finalement, si on décide d'être agile, en tout cas si on décide de rentrer dans une équipe agile, c'est plus l'équipe technique. C'est-à-dire que là, le PO il est plus un peu. Il est plus exclu, il est avec vous. Et là, vraiment, on peut l'inclure, faire Exactement. les meilleurs sprints et avoir. L'idée, en tout cas, si on respecte l'agilité, c'est d'augmenter notre qualité et avoir de la vélocité. Là, pour le coup, je trouve que c'est hyper important. Ah, le BDD est vraiment bien pour justement. C'est volatile, mais c'est de dire à quel moment, jusqu'où je suis prêt à, entre guillemets, faire un petit sacrifice technique pour inclure le PO et en tout cas lui donner du feedback technique et en tout cas qu'il soit capable d'écrire des. Après, c'est pas vraiment du sacrifice technique, c'est plutôt du sacrifice coût en fait. Ouais, c'est ça, c'est à quel point toi, l'équipe, le manager, ainsi de suite, vous êtes prêt à investir pour justement apporter ce contrat en quelque sorte entre le PO et l'équipe technique. Là, c'est une discussion qui pour moi est à plus haut niveau, quoi. Et pour le coup, c'était l'introduction pour amener la question. Ah, pardon. À quel moment, en fait, là c'est plutôt entité entreprise, à quel moment l'équipe, ou en tout cas l'enjeu, on peut se dire, on peut le faire, parce que ça comme tu l'as dit, c'est un investissement et c'est un coût, c'est quand même assez cher. À quel moment, à quel niveau on peut se dire, ok, on tente de le faire, on essaye et on voit ce que ça peut donner, parce que, encore une fois, c'est un investissement, mais il y a beaucoup de facteurs quand même pour ta réponse en fait. Dans le sens où déjà, il faut que le PO soit ok. Il y a certains PO par exemple qui vont peut-être refuser. Ça dépend du manager en question, ça dépend du business que vous faites. Ça se trouve, vous êtes en train, je sais pas moi, de développer une application de livraison de pain. Bon, faire du BDD, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être pas. Par contre, si tu es en train de développer le système embarqué d'Apollo 10 000, je sais pas quoi, bah là, ça vaut peut-être le coup de se casser la tête sur du BDD, quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'importance et de l'enjeu critique de ton projet. Clairement, tu arriveras tout de suite à justifier de mettre du BDD sur une application qui gère des milliards à la Société Générale, beaucoup moins sur la petite application du marché du coin, quoi. C'est très répandu le BDD. C'est une bonne question. J'ai pas de stats, hein, clairement. Je pourrais pas t'en dire. Moi, de mon expérience, je pense que ça doit toucher, je sais pas, je dirais 30% grand maximum des projets, à peu près. Pas plus, hein, parce que, moi, par exemple, vraiment des projets que j'ai fait moi, il y avait je sais pas, il y en a eu combien des projets que j'ai fait moi? Je sais pas, j'en ai dû en faire une dizaine, une quinzaine maintenant. Il doit avoir peut-être 3-5 projets qui faisaient du BDD grand maximum. Après, déjà quand tu fais du test fonctionnel, t'es déjà bien, quoi, dans le sens où déjà tu vérifies l'intégralité de ton app, en plus des tests unitaires, hein, je parle, mais a priori déjà quand tu as les deux, t'es déjà plutôt sécure. Le BDD finalement, comme je l'ai dit, hein, ça reste une interface, une vulgarisation du test à destination de personnes qui sont non techniques. Donc par exemple, quand tu as un PO qui est plutôt cool, avec qui tu t'entends bien, parce que c'est ça, hein, finalement, des fois les grandes discussions que vous avez avec votre PO, c'est qu'est-ce qui est une fonctionnalité d'un bug, quoi. Moi je l'ai vu très souvent celle-ci. Et si le PO c'est quand même un mec plutôt bien câblé qui est capable d'accepter qu'il l'avait pas décrit dans son scénario, est-ce que le BDD est forcément imposé? Je pense pas. Je pense que, je veux pas dire que c'est défensif le BDD, mais c'est plus quand justement tu as des discussions de gitans sur qu'est-ce qu'il est dans le scénario et qu'est-ce qu'il n'aime pas, quoi. Oui. En fait, puisque l'achat, en fait, ou bien l'implémentation du BDD sur un projet c'est coûteux, est-ce qu'il n'y a pas des API ou bien des applications, je sais pas quoi, qui permettent de générer les features et tout ça? Surtout par rapport à toutes les versions des navigateurs et tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors il existe par exemple, alors c'est pas avec Nightwatch, mais moi j'avais vu ça avec Casper.js. Donc Casper.js c'était un framework au-dessus de PhantomJS. Donc PhantomJS vous connaissez, hein, c'est le navigateur headless. Et par-dessus il y avait des mecs qui avaient créé une petite couche de tests fonctionnels qui s'appelait Casper. Et il y a un mec qui était plutôt bien pensant qui s'est dit tiens je vais faire un plugin Chrome qui va écouter tous les clics, toutes les interactions clavier que je vais faire avec une interface, enregistrer ça et convertir ça en test Casper. Donc dans la théorie, j'ai envie de te dire, ouais, ça peut peut-être être réalisable, ou en tout cas de t'écrire vraiment le côté code, pas le côté natural language.
Mais ça t'empêchera pas qu'il faudra quand même à un moment donné mapper tes bouts de code avec la phrase anglaise ou française. D'ailleurs, là je vous ai montré de l'anglais, mais vous pouvez très bien le faire en français euh, pour, euh, pour que ce soit utilisable par un technique, quoi. Oui. Tu as parlé du coût et que c'est important, par exemple, pour donner l'exemple de la société avant, nous on a fait du DSL, on n'est pas allé jusqu'au niveau du BDD, si on veut, parce qu'on a un service de qualité, etc. C'est un autre contexte, mais on a utilisé le Protector pour pouvoir écrire les tests fonctionnels. Et on s'est rendu rapidement compte que si on n'inclut pas, par exemple, ce genre de test dans la chaîne de validation du PR, Oui, par exemple, oui, tout à fait. si on n'oblige pas les développeurs à les run systématiquement, parce que chez nous, par exemple, ça prend au moins 30 minutes de test. On a une C'est très long ces énorme tests-là. avec des cas très tordus. Et on couvre presque rien. On couvre les trucs à peu près importants. C'est très difficile d'avoir De les maintenir. voilà, de maintenir les tests et surtout c'est pousser l'équipe à le faire. Parce que c'est un travail de tout le monde. Tout à fait. Ça prend du temps de tout le monde. Et actuellement, la problématique qu'on a, c'est comment faire pour pouvoir mettre ça dans l'APR, que ce soit le plus facile possible pour le mec dès qu'il push le clic, ça commence à se lancer. Et ne pas non plus brider la rapidité si on a besoin de sortir le clic. Ouais, je vois très bien. T'as pas envie de passer une heure à attendre les tests unitaires qui passent sur Jenkins, qui ont passé sur tous les trucs différents, et ensuite les tests de BDD. Comment tu gères ça? Comment essayer à peu près de trouver le juste milieu entre les deux? Alors bon, déjà je vous rassure, c'est une problématique que beaucoup de boîtes rencontrent, hein, vous n'êtes pas les seuls. En fait un test fonctionnel c'est celui qui casse le plus facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait il suffit juste qu'on remplace la classe d'un point HTML et bim le test pète. Donc quand même c'est fragile, quoi. En fait, bon déjà je te déconseille de le mettre dans la PR. Pourquoi? Parce qu'en effet vous allez ralentir énormément les devs, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le mec va faire une PR, il va falloir qu'il regarde son PC pendant 30 minutes pour savoir si ça passe ou pas. En termes de trucs saoulants, on est bien, quoi, je pense. Donc clairement pas dans les PR. Moi ce que j'avais proposé d'ailleurs même sur la BNP et ce que j'avais vu par le passé, c'est plutôt un système à base de cron, c'est-à-dire le Jenkins qui toutes les demi-heures ou toutes les heures, je sais pas, ça c'est après à votre convenance, lance le test fonctionnel sur le master ou le dev, enfin je sais pas si vous faites du feature branching ou du git flow, mais du coup qui teste ça sur la branche de dev courante pour voir s'il y a des choses complétées. Et après, là clairement c'est du gendarme, quoi. On regarde le test qui pète, qu'est-ce qui peut être responsable de ça et aller voir le dev pour lui faire réparer. Mais là il n'y a pas de magie, hein. Clairement, comme c'est des tests qui sont longs, l'imposer dans le système de validation pour merger le code, c'est laborieux, quoi. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit en asynchrone, si je puis dire, de cette vérification-là, mais quand même qui vous alerte quand il y a un problème. D'ailleurs, une bonne façon d'ailleurs de sensibiliser les équipes à l'importance de la qualité et du fait que les tests soient toujours verts, c'est de mettre un écran en fait au milieu du bench ou au milieu du bureau avec l'état des builds courants. Moi c'est ce que je fais le plus souvent possible quand c'est faisable, parce que en fait mine de rien c'est con, mais on est des êtres humains et quand on voit pas qu'il y a des loupiottes rouges qui nous gueulent dessus parce que ça pète, on ne pense pas à les voir en fait. Donc il faut vraiment avoir un signal, enfin un message visuel qui nous alerte quand justement on a cassé quelque chose et du coup de se poser la question de qu'est-ce qui se passe, quoi. Dans le même contexte, en fait, avec Jenkins, on peut mettre des script shells, en fait, qui tapent sur Git et vont récupérer tous les branches et tous les merge requests et ils vont les assimiler en fait soit dans une autre machine ou bien toujours sur la machine où il y a Jenkins. Ouais. Et après, tu mets des étapes, c'est-à-dire après le merge request, c'est-à-dire après l'assimilation du merge request depuis la branche source vers la target, et il exécute les tests. Oui. Ou bien il peut même les enlever, c'est-à-dire si le... Ça j'ai jamais fait ça par contre. C'est-à-dire qu'il peut dévalider la pull request en fait? Oui. Ah d'accord, je savais pas. En fait avec, comment on va dire, il fait des
des jobs Hmm. Jenkins qui tapent sur Git et Hmm. vont récupérer tous les merge requests Hmm. et elles vont simuler en fait est-ce que le merge request déjà passe bien Oui. et est-ce que les tests passent aussi, parce que c'est pas normal d'accepter un merge request directement vers master parce que il n'y a pas de conflit. Hmm. Alors que Non, ça peut-être- clairement, il faut pas. voilà, Hmm. peut-être que voilà, les tests aussi sont cassés. Du coup, en fait, C'est pas ce qu'ils ont, pardon, c'est pas ce qu'ils ont packagé sous le terme Jenkins X là dernièrement avec justement le truc qui buildait. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, grosso modo, juste je reformule. Grosso modo, en fait, à chaque fois qu'une branche est proposée en merge, en fait, le Jenkins crée un environnement, en fait, comme si un environnement de test dans lequel il va prendre votre travail, le merger sur le master, mais dans un espace local, hein, pas en vérité sur GitHub, juste dans un espace local, et pousser ça dans un environnement de test, ce qui vous permet en fait de voir à quoi ressemblerait l'app une fois que la merge request serait mergée, et aussi de faire les vérifications en effet. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout, parce que même visuellement parlant, de voir si la page ressemble toujours à quelque chose, que le CSS n'est pas dégueulasse, ainsi de suite, c'est vachement intéressant pour une validation justement d'un business et ainsi de suite. Donc ouais, non, c'est vrai que ça c'est... Bon, je l'ai pas encore testé, mais ce truc-là, je l'ai dans ma to-do. Ouais. Ok, d'autres questions? Non, c'est bon. Bah écoutez, merci encore hein, du coup d'avoir été attentif pour la présentation de Johan et de moi-même. Et je vous invite du coup à reprendre le couloir que vous avez pris pour venir jusqu'ici. À l'entrée, vous attendra donc des pizzas, des bières, des softs, enfin tout ce qu'il faut pour vous restaurer et pouvoir discuter tranquillement. Voilà, merci.